Voilà un homme qui, depuis tout jeune, veut soumettre son destin à sa volonté. Pour ce faire, il a tôt fait d'établir un plan et de s'y tenir stricto sensu. Et puis, une fois arrivé, reste le plus dur, se réaliser. Et du chemin tout tracé, on part sur quelques chemins de traverse. Chemin qu'il nous propose d'emprunter dans son sillage, avec ou sans fil. C'est par ici que ça se passe. Je revois des photos que je connais un petit peu. Oui, exactement. Bienvenue dans votre vie, Cyril. Merci beaucoup. On va la traverser, votre vie, à travers les images marquantes. Non, on va rester là. On va commencer, hein, c'est par ordre. Et on va commencer avec le patriarche, peut-être. Qui on a là? Mon grand-père, Joseph. Joseph Gradiani. J'adore cette photo parce qu'elle le représente totalement. Une espèce de calme, pas d'inquiétude. Je l'ai très peu connu parce qu'il est mort en 1984. Moi, j'avais à peine 4 ans. Mais ce qui m'a toujours... Je l'ai connu à travers le discours de tous ceux qui l'ont fréquenté et rencontré. Alors, il a été maire et conseiller général de San Martino di Lota pendant presque 40 ans, plus de 40 ans. Il y a une école qui porte son nom aujourd'hui. Exactement, l'école du village. Il y a un chemin qui porte son nom, qui mène à l'école du village. Non, il a marqué son époque et les gens, je dirais, les habitants du village en parlent encore parce qu'il a vraiment été... représentatif d'une époque aussi. Il était maire communiste. Ah oui. Oui, maire communiste. Mais dans tout ce que ça avait de bon. C'est-à-dire que les gens, les électeurs ne votaient pas pour lui parce qu'il était communiste. On votait pour lui parce que c'était lui. Et je trouve que, justement, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui sur la politique, d'être dans une personnalisation aussi du pouvoir et des élus, je trouve que ça a quelque chose de bon, ça a quelque chose qu'on devrait peut-être retrouver un jour. On va passer à sa fille, alors. Oui, Hein? ma maman, Eh oui, Marie-Jeanne, toute belle. sur la plage. Qu'est-ce qu'on Elle est pourrait belle, dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de votre maman? C'est le pilier. C'est la mère corse, par excellence. En plus, je suis fils unique. Alors, vous imaginez... C'est quoi une mère corse par excellence, Cyril? c'est-à-dire que son fils représente tout. Ouais. Et la maman représente quasiment tout dans sa vie. Ce qui est normal. Relation très fusionnelle, vous avez ensemble. Hein? Oui, très Mais, fusionnelle. mais au-delà de ça, son caractère en dehors de vous, c'est quelqu'un comment, votre maman? Qui a le cœur sur la main, qui veut toujours s'investir pour les autres. Ça a été donné par, je fais le lien avec la photo précédente, par le grand-père qui s'investissait pour l'autre. C'est comme ça que j'ai été construit d'ailleurs. Votre maman a 30 ans. Ouais, elle a 30 ans quand elle tombe amoureuse Oui. de lui. Voilà, mon papa. Et ses beaux yeux bleus, que je n'ai pas eus. Personnalité, alors... Voilà. Mais inverse de votre... Est-ce qu'on peut dire inverse de votre maman? Ou pas? Déjà, artiste, lui, hein? Artiste, guitariste, dans les années 60-70, il a joué pour Dick Rivers, Hugo Frey, Les Chaussettes Noires. Oui, ça a été un guitariste de son époque, Plus, un peu trop tourné vers lui. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de déséquilibre entre la relation que j'ai eue avec ma mère et la relation que j'ai eue avec mon père. Mon pauvre père qui est mort il y a 2 ans. On n'était peut-être pas totalement sur la même longueur d'onde. Bon, il y a eu quand même de moments très heureux, hein, mais je pense on n'a pas vu les choses de la même façon. C'est peut-être raté, mais c'est pas grave. Je garde des beaux souvenirs. Je garde des photos comme ça qui sont assez belles. C'est marrant parce que quand je crois que c'était une des photos qu'on avait mises le jour de son enterrement et tout le monde m'avait dit oh là là, oh là là, oh là là, on dirait toi. Ce qui me surprenait un petit peu. Oui, il y a un air. Il y a un petit air. Pas les yeux. J'ai pas eu les yeux. Et donc, effectivement, ils se rencontrent en Corse, mais ils déménagent à Longjumeau. Et on va aller un petit peu justement avec cette... Alors, avec des photos que j'ai mis là, à Longjumeau, vous ne rencontrez pas forcément une famille de sang, mais une famille de cœur, exactement. j'ai envie de dire. Hein? Martine. Notamment, Martine. Vous voyez, c'est curieux parce que de voir la photo comme ça me touche énormément. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément
quelqu'un qui a toujours été là, dans des moments un peu plus difficiles, mais voilà, elle aussi est morte en 2015. Sauf qu'avec elle, vous avez une vraie relation avec Martine. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait, qu'elle avait, Martine? C'est comme si elle m'avait adopté. J'étais son enfant de substitution. C'est un terme un peu brutal, mais c'était, oui, on peut dire le fils qu'elle n'a pas eu. Et elle s'est occupée de moi comme si j'étais son fils, avec ma mère à côté, avec mes parents à côté. Hein. Il n'y avait pas de, il n'y a pas eu de substitution en tant que telle, mais il y a eu une grande histoire d'amour et un vrai lien. C'est un lien familial. C'est bien, je trouve. On a parfois notre famille de sang, et puis on rencontre des gens qui deviennent notre famille de cœur. C'est assez formidable. Un invité qui est venu ici, il dit il y a les liens du sang et les liens du sens. Ce lien a fait sens, effectivement. Et justement, vous avez parlé de 1984. On va venir là, en 1984, parce qu'en 1984, il y a un événement quand même. Hein. Vous venez vivre en Corse pendant 1 an avec votre maman, sans votre papa. Sans mon papa. Au village. Exactement, parce que mon grand-père est malade. Parce que mon grand-père est très malade. Il va décéder quelques mois plus tard, à côté de ma grand-mère, Annonciade. Et qu'est-ce que vous en gardez de ce souvenir, justement? Je l'ai matérialisé avec 3 photos, justement. Là, qu'est-ce que vous en gardez de ce... Vous étiez très jeune, mais ça vous a attaché au territoire de San Martino di Lotto et de Pietraneira ou... Ça m'a attaché à la Corse. Enfin, j'ai baigné dans l'univers corse, et je me sens corse profondément, français, corse, mais c'est viscéral, la Corse. C'est viscéral. Et grâce à ma cousine Marie. Je ne vais pas dire qu'elle s'appelle Marie-Françoise, mais on l'appelle Marie. Si je dis Marie-Françoise, je pense qu'elle va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Mais on l'appelle Marie. Marie Graziani. Là aussi, Marie Graziani, il y a quelque chose avec elle. Hein. Vous teniez absolument à ce qu'on en parle. Oui, c'est ma sœur. On n'a pas. Il arrive parfois, parce que les aléas de la vie font que entre le boulot, les petites choses personnelles, on se parle pas. Mais c'est comme si quand on se retrouve, c'est comme si on s'était parlé la veille. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort dans les liens qui peuvent nous unir. Non, elle est belle cette photo. Sur la plage de Pietraneira. Bah oui. Voilà, sur la plage, on voit les galets, on voit les rochers. Et bien, ce que je vous propose, c'est de quitter un peu la Corse et de voir un petit peu comment votre vie va se dérouler en région parisienne. Hein, je vous jure que c'est moi. Hein. J'avais les boucles blondes. Avec la moto de police. Avec la moto de police. Pour ça, alors là, j'ai... Très bien. Prenez place, Cyril. Et comme promis, donc, on se retrouve en région parisienne, à Longjumeau, où la vie est belle. Ouais. Oui. L'enfance est heureuse. Bon, ça se voit, regardez. Je fais des grimaces. Mais justement, j'ai mis 2 photos qui sont assez symboliques. La première, là, vous êtes au primaire. À l'école, j'ai envie de parler un petit peu d'école. À l'école, tout va bien. À l'école, au primaire, tout va bien. Et puis, changement. On le voit, au collège. On voit le changement physique, hein, un peu. Parce que ça a été un véritable traumatisme où il y a eu un début d'échec dans ma scolarité. Il y a eu une sorte de cassure par rapport à l'école, où j'essayais, mais je pense que j'étais un peu perdu. Alors c'est peut-être aussi une découverte de ce que j'étais en train de devenir, de ce que j'étais. C'est dur, l'adolescence, elle est quand même assez difficile, elle est quand même assez brutale parfois. Et quand on ne se pose pas les bonnes questions, quand on n'est pas armé aussi, parce que quand on a 13 ou 14 ans, on n'est pas armé pour se poser les bonnes questions. Et aux alentours du lycée, collège, vous avez quand même cette idée fixe. Alors, je l'ai matérialisée de cette façon-là. Pardonnez-moi, non, c'est celle-ci. Ah oui. Journaliste sportif. Ouais. Ouais. Très tôt. Tout le processus, à partir de mes 10-12 ans, a été en vue de devenir journaliste. Journaliste sportif au départ. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre imaginaire autour de ce journaliste sportif, journaliste même? Je trouvais que on passait de l'autre côté. On racontait aussi ce que moi je vivais directement. Donc c'était ça qui était attrayant. Et votre plan, c'est d'abord de faire une fac de droit. Oui. Après la fac de droit, faire une école de journalisme. Une école de journalisme.
Vous faites des stages, bien sûr, quand vous êtes à cette école de journalisme, Corse Matin, RCFM. Et la radio commence à vous titiller un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec la radio? Alors, c'est curieux parce que je suis rentré à l'école de journalisme pour faire de la télé. Et j'ai découvert la radio. Et voilà, et j'ai découvert une vraie passion. Ça a été la radio reste à ce moment-là le média le plus rapide. Et c'est ça qui m'a passionné. C'est l'immédiateté de l'information. Et vous êtes doué justement là-dessus, parce qu'il y a l'immédiateté et puis il y a aussi le reportage. Et on en a l'exemple avec ceci. Vous avez, c'est quoi? C'est votre clé là autour du cou? C'est la clé du local qui m'est confiée, le local vélo. Voilà. Moi, je m'occupe du local vélo, je m'occupe des bateaux, des kayaks, des réparations, de l'entretien, etc., etc. Voilà. Et pour moi, c'est une prison formidable ici. Voilà. Et vous êtes prison quand même. Pardon? Vous êtes prison, vous savez que vous êtes en prison. Ah non, non, personnellement, non, je ne le prends pas comme ça. D'accord. Pourquoi vous parlez d'une prison? Pourquoi je parle d'une prison? Parce que j'ai connu, avant cette prison, j'ai connu la Fresne, j'ai connu les Baumettes, j'ai connu la prison de Nice. Je ne me considère pas être en prison. On est où là? Casabiande. Je suis ému parce que c'est mon premier grand reportage. C'est un reportage pour France Inter qui était dans l'émission Interception, grande émission de reportage, qui dure 40 minutes. Et ça a été 3 jours de reportage, mais de pur bonheur, parce que c'était la première fois qu'un média audiovisuel pénétrait cet endroit. Exactement, avec la radio, on est dans la prison. Vous avez l'art de manier les sons, les sonores. C'est quelque chose, effectivement, et je le conseille de l'écouter. Et vous l'avez dit, d'ailleurs vous ne l'avez pas dit, grâce à ce reportage, vous recevez un prix. Je reçois le prix Italia, qui est un des plus prestigieux prix radio. Donc effectivement, c'est votre média de prédilection. Et vous avez dit, vous êtes à France Inter. Vous commencez à faire quelques piges à France Inter, bien sûr. Oui. Et puis, c'est à ce moment-là qu'intervient... Oula. Lui. Il est venu sur ce fauteuil? Pas encore. Pas encore. Un compatriote. Il faut l'inviter, Jean-François Aquili. Il est un accélérateur de carrière pour vous, lui? Totalement. Totalement. Lui, c'est un père spirituel en journalisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait confiance. Et puis surtout, à un moment, il y a une grande émission politique. Il y a l'animatrice, comme elle s'appelait, qui part pour rejoindre Ségolène Royal. Françoise de Gois. Françoise de Gois, et vous prenez sa place, vous, en fait. Je prends sa place de manière temporaire, puisque je suis à l'époque encore CDD. Je serai embauché quelques années plus tard. Mais c'est grâce à c'est là que j'ai commencé à faire mon trou. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, journalisme politique, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que tout à l'heure, on voyait le journalisme sportif. Le journalisme sportif, au fur et à mesure, quand j'ai fréquenté l'école de journalisme, je me suis dit que c'était pas ça que je voulais faire. Je trouvais qu'il y a une espèce de lassitude. Ça me bottait moins, et la politique est arrivée progressivement. En plus, j'ai l'impression qu'elle était ancrée en moi de par mon histoire. Ouais. Et une fois que vous êtes dans cette émission justement politique, eh bien, il y a une présidentielle qui se prépare. Qui arrive. Et on vous y colle. Oui, je suis embauché en 2011 à France Inter. Et on me dit, est-ce que tu veux suivre François Hollande? Et j'ai fait, je crois, 97% des déplacements. J'ai dû en rater 2-3. Et ça vous plaît? Ah, c'est fantastique, mais c'est génial. Pourquoi c'est fantastique, génial, Cyril? Parce que vous êtes au plus près de la conquête du pouvoir. Vous racontez c'est pas une volonté d'être dans le pouvoir, mais c'est de pouvoir raconter comment se met en place une future présidence. Et en 2012, il est élu. Et vous vous retrouvez dans cette vie-là. C'est-à-dire que vous êtes détaché à l'Élysée. Je suis ce qu'on appelle accrédité à l'Élysée. C'est-à-dire que vous le suivez partout. Vous le suivez partout. Vous le suivez. Alors c'est intéressant, ça c'est votre premier voyage. Je crois que c'est quand vous partez. En Afghanistan. C'est dans l'avion pour partir en Afghanistan. Qu'est-ce qui vous plaît de raconter les coulisses? Parce qu'on va en reparler, je pense. On voit l'espoir suscité et progressivement sa descente aux enfers aussi à lui, c'est son échec. Et il ne se représente pas en 2017. Pourquoi? C'est parce qu'il a échoué. Et il sait qu'il a échoué. Et
Là où au départ, c'était très intéressant de voir tout cet espoir qu'il suscitait, toutes ces attentes, toutes ces promesses qui étaient faites, on a vu progressivement que tout s'effondrait. Et ça, vous avez décidé de le raconter? Oui, je l'ai raconté, effectivement. Là Le premier secrétaire de la République, Cyril Graziani. Alors, le titre, il m'en a voulu énormément. Oui, parce que là, ça a cassé quelque chose entre vous quand même. Il y avait de la confiance, enfin je ne sais pas ce qu'il y avait, mais quoi qu'il en soit... Il y avait un lien journaliste, oui, mais après président. ce livre, il ne vous a plus adressé la parole. Quasiment plus. Ouais. Et encore, au début, je voulais appeler ça la déchéance. Je l'ai lu, moi, ce livre. Effectivement, bien. On rentre effectivement dans les coulisses du pouvoir, mais ce que vous disiez, je l'ai ressenti un petit peu. J'ai l'impression que vous aussi, et c'est là que c'est intéressant, on voit comment les journalistes, finalement, sont des gens des gens que vous êtes comme moi. Vous aussi, j'ai l'impression qu'en l'écrivant, il y a un peu cet espoir déçu, où je vous trouve très, très véhément, moi, à l'égard de Hollande. C'est peut-être parce que toute la confiance et tout l'espoir que les Français ont pu avoir, peut-être que je me suis, je vais dire, trop imprégné de ça. Peut-être. Moi, je voulais essayer de prendre un peu plus de recul et de décrypter pourquoi il avait échoué. D'ailleurs, je sors en août 2016, il renonce en décembre 2016, mais la maison d'édition, et je rends à Sophie de Closet, l'ancienne patronne de Fayard, ça, elle m'avait dit, je veux que tu parles d'Emmanuel Macron parce qu'il sera président de la République dans un an. Mais il n'y a pas de chapitre sur Macron. Si, il y a un chapitre sur Macron. J'ai sauté alors. Il y a un chapitre sur Macron, je suis désolé, il y a un chapitre sur Macron. C'est justement ça qui faisait la force du livre, c'est qu'il y a un chapitre sur Macron où on commence à percevoir c'est le dernier. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. On va pas en parler maintenant justement de ce dernier chapitre, on va parler dans une autre salle. Oui, c'est ça. Excellent, allez bien. Oh punaise, je suis pas allé jusqu'au chapitre sur Macron. Ah, excellent. Allez Cyril, dernière pièce, des écrans. Et donc on retrouve, comme convenu, Emmanuel Macron en campagne. 2017, c'est vous encore qui vous y collez à sa campagne. Hein? La petite blague qui circulait, c'était que lorsque je suivais un candidat, il était président de la République. Donc si vous voulez être président de la République, vous me le demandez, je viendrai vous suivre. Pas de problème, il gagne, effectivement. Il gagne. Donc là, il n'y a pas de changement. Contre toute attente. Le changement, en revanche, il est là. Je l'ai matérialisé avec cette photo. C'est qu'avec lui, les journalistes sont vraiment tenus à l'écart. Là, il y a un vrai changement avec ce quinquennat qui débute. Hein. Oui, tenus à l'écart. Beaucoup ont poussé des cris d'orfraie au début du quinquennat en disant qu'il voulait peut-être un peu plus verrouiller sa communication, qu'il voulait moins parler aux journalistes. Moi, ça ne m'a jamais effrayé parce qu'au contraire, je trouvais que moins il y avait de sources potentielles, plus ça nous obligeait à nous dépasser et à aller en chercher d'autres. Donc pour nous, journalistes, c'était formidable. Il y a toujours des gens qui veulent parler. Dans ce milieu-là, vous pouvez être sûr, ils veulent tous parler, ils veulent tous avoir leur petit moment, leur petit instant de gloire. Même si c'est confidentiel et en coulisses, ils le veulent. Donc on n'a jamais eu aucun mal à pouvoir raconter le quinquennat. Non, jamais. Et puis surtout, eh bien, on l'a évoqué tout à l'heure, vous aviez un peu son oreille, vous, à Macron. Parce que, effectivement, quand vous avez enquêté, enfin, quand vous avez écrit votre livre sur François Hollande, vous êtes allé le voir, vous êtes un des premiers à avoir effectivement compris ce qui se passait. Compris ce qui se passait. Ouais. Oui. Vous avez réussi à tisser quand même une relation. Est-ce qu'on peut dire que c'est de confiance quand arrive l'Élysée? C'est pour ça qu'aussi vous êtes moins entravé dans votre relation avec lui à l'époque? Oui, c'est une relation de confiance, de journaliste à homme politique. Ouais. Comme on en a tous avec des hommes politiques. Aujourd'hui, on parle à des ministres, on parle à des grands élus. À l'époque, il y a un lien entre ces équipes et lui-même qui permet de comprendre un petit peu. Il n'y a pas de complaisance, c'est du travail. Je suis journaliste, il est homme politique. Mais est-ce que c'est justement parce qu'il y a cette confiance, peut-être, qui existe à l'époque, que vous écrivez ce livre? Le peuple et le président, très bon livre, qui n'a
Mais qui est complètement différent du livre que vous avez écrit sur Totalement, François Hollande. totalement. Je l'ai écrit avec Cécile Amar. Oui, sauf qu'effectivement, ce livre, c'est un dialogue entre le peuple que vous êtes allé voir et le président auquel là, vous donnez la parole, pour le coup. C'était normal, parce qu'on l'a pas trop entendu. Mais vous comprenez un petit peu ma question, Cyril. C'est que j'ai l'impression que François Hollande, vous ne lui avez pas donné la parole. Là, vous donnez quand même la parole. Je lui donne la parole à François Hollande. Je lui donne. Ah non, si, je lui donne la parole. Là, mais là, on est sur un autre registre. C'est-à-dire que si j'avais voulu écrire un livre sur Emmanuel Macron, peut-être que j'aurais utilisé les mêmes ressorts que j'ai utilisés pour François Hollande. J'y ai pensé. Bon, on me l'a demandé énormément de l'écrire, mais je ne l'ai pas senti. J'ai pas réussi à voir, puisque je ne voulais pas non plus être taxé de fossoyeur de président dans les livres. Ok. Et puis arrive l'année 2019 et il y a un vrai changement dans votre vie. Vous quittez l'Élysée, vous quittez cette accréditation pour venir, venez avec moi, approchez-vous. C'est là. C'est en 2020. 2020. 2020. Pardon. 2020. Après le Covid. Cyril Gratiani en route pour prendre la tête du service politique de France Télé parce que vous parlez régulièrement à Emmanuel Macron. En fait, donc vous êtes nommé chef du service politique à France Télévisions et la presse, toute la presse, la toile dit que c'est parce que vous avez l'oreille d'Emmanuel Macron. C'est incroyable. Tellement facile. C'est pas grave, c'est de la mousse. Ça doit faire quelque chose quand même. Bah, moi, ça m'a pas fait quelque chose. Enfin, moi, ça m'a un peu heurté. C'est surtout pour la famille que ça heurte. Parce que quand vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui écrivent c'est la pute à Macron, parce que c'est des gens qui ont écrit ça, et que ma mère, en plus, j'avais perdu mon père quelque temps avant, donc il y avait quand même une fragilité, que ma mère le matin m'appelle en me disant sur Twitter il y a marqué ça. Bon, c'est jamais très agréable, mais je lui avais dit surtout, tu ne regardes plus et tu ne réponds pas. Ceci étant dit, Cyril, vous compreniez qu'on se pose la question de l'indépendance d'une rédaction par rapport au pouvoir, suite. Mais moi, ce que j'aurais voulu à l'époque, c'est que les gens qui ont écrit ces papiers écoutent mes papiers. C'était très facile, hein. J'ai travaillé pendant 4 ans à France Inter et j'ai couvert la présidence d'Emmanuel Macron. J'étais accrédité à l'Élysée. J'aurais voulu qu'une personne trouve un papier dans lequel on aurait pu penser que j'étais complaisant avec lui. D'accord. Sauf que vous avez encore Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez par SMS, si vous l'appelez, vous avez encore comme une relation privilégiée ou pas? Mais peu importe. Vous savez, à l'époque, moi, ce que j'expliquais, c'est qu'on a un principe fondamental en journalisme qui s'appelle la protection des sources. Donc, que vous ayez un tel ou un tel, on n'a pas à raconter. Le tout, c'est qu'on raconte la vérité. Ceux qui vous donnent des leçons, c'est ceux qui ont parfois le conseiller qui a entendu parler derrière une porte que peut-être il y aurait ça. D'autres ont des sources qui sont un peu plus haut placées. Ben, au moins, c'est ces sources-là qui sont plus proches de la vérité que les conseillers derrière une porte. Que la vérité du pouvoir, Cyril. La vérité du pouvoir, après, c'est à vous justement à savoir faire la part des choses. Mais ça, c'est un travail qui se forge au fur et à mesure. J'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, je sais quand on est intoxiqué ou pas intoxiqué. Et puis, à la télé, il y a l'image. Oui, regardez. Quelle horreur. L'image, elle se matérialise par ça aussi. Ouais. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Cyril Gratiani. Je vais être un petit peu provoque. Il vous fait rêver ce gouvernement? Alors, je vais être aussi un petit peu provoque à mon tour. Il vous fait toujours rêver ce métier, justement. Ah ouais, mais encore plus aujourd'hui qu'avant. Oui, parce qu'on a encore plus de responsabilités. Parce que justement, aujourd'hui, le métier de journaliste est tellement décrié. J'ai vécu au fur et à mesure de ces années la défiance des gens. J'ai été frappé, mais ça date. Hein. C'était en 2012, un jour j'étais dans un taxi et le chauffeur de taxi m'a dit « Ah, vous êtes journaliste ?» Je dis « Oui. Hein. » Il dit « Vous savez, quand les journalistes disent quelque chose, je pense que la vérité, c'est le contraire. » Vous prenez une claque, parce que vous dites qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire que le monsieur nous écoute, parce qu'il nous écoutait, mais il ne nous croyait plus. Donc tout le travail là à faire, et il est colossal, et il passe par une véritable remise en question de ce que nous sommes, c'est d'essayer de se réapproprier le lien avec la population. Et il y a une autre responsabilité aussi qui vous anime, et on va en parler sur cet écran, si vous le voulez bien.
c'est ça? Ouais. Vous avez fait une enquête avec Mediapart, effectivement, sur Denis Baupin. Sur le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui était très, très important pour vous. Harcèlement, violence faites aux femmes. Et juste, si je peux me permettre, c'est en mai 2016. Et en mai 2016, on est à 1 an avant MeToo. Pour la première fois, on a entendu des femmes parler à visage découvert, raconter ce qu'elles avaient vécu. Et je pense que beaucoup disent que le démarrage de la prise de conscience, c'est MeToo. Moi, je pense que c'est nous 1 an avant. Et c'est pour ça, je le revendique vraiment, assez fièrement. Et dans le même ordre d'idée, j'ai mis cette photo aussi. Important, ça aussi. Oui, c'est mon compagnon. Mais pourquoi c'est important de l'afficher? Parce que c'est celui qui partage ma vie depuis 15 ans. Mais c'est aussi, si je le mets après Denis Baupin, des violences psychologiques. Il n'y a pas de hasard non plus. C'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, ça, de le revendiquer, ça, de pouvoir en parler. Mon homosexualité. Ouais. Oui, pas de violence psychologique. Non, mais par rapport. Il va pas être content. Non, mais par rapport à peut-être à ce que, vous avez peut-être traversé dans votre vie, quand c'est pas facile d'avouer ça. Oui, c'est Voilà. très difficile. Et Ouais. je pense que c'est encore très difficile. Et vous savez, quand on a discuté un petit peu en amont, j'ai hésité à me dire, est-ce que je dois aller sur ce registre-là? C'est pas tant moi qui est important, c'est qu'aujourd'hui encore, on a énormément de difficultés à le dire, à le revendiquer, y compris dans la jeunesse. A fortiori, en plus, je sais où je parle pour la jeunesse corse. Je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu mon coming out à Paris. Aujourd'hui, je le vis bien. Je ne veux pas dire très bien, parce qu'il y a encore des choses qui font que dans la société, il n'y a pas d'acceptation. Aujourd'hui, qu'on aime un garçon, qu'on aime une fille, qu'on aime. Enfin, qu'est-ce que On n'a ça pas peut été montré foutre du droit pour ça, en tout cas. Exactement. Qu'est-ce que ça peut foutre aux gens d'aimer quelqu'un? Le tout, c'est qu'on aime quelqu'un. C'est ceux qui n'aiment personne qui devraient être montrés du doigt. Dernière image, celle-ci. On est en Corse, On reconnaît le monsieur devant. on reconnaît le monsieur ici, monsieur Simeoni. Mais si j'ai mis cette photo, c'est pas pour parler de cet épisode, c'est pour parler de la politique. Votre grand-père était dans la politique, vous travaillez dans la politique. Est-ce que ça vous dirait effectivement un jour de vous présenter à une élection, de voir ce que c'est que d'être élu? Parce que là, pareil, les journalistes sont C'est dénigrés. facile d'être de mon côté. Et d'être du côté un petit peu des hommes politiques. Je me pose la question, bien évidemment, parce que je gravite dans ce milieu depuis tellement longtemps que de se dire de passer de l'autre côté de la passerelle. Mais la politique, je pense qu'elle doit se faire, moi, telle que je la vois aujourd'hui, ce serait plus à un niveau ultra local. Parce qu'il y a cette proximité-là, il y a la proximité avec les gens, d'essayer d'aller comprendre un petit peu leur quotidien. C'est pas... Ça vous a marqué quand même, cet épisode des Gilets jaunes aussi, quand même, j'ai l'impression. Oui, Ouais. mais évidemment que ça marque. Et heureusement que ça marque. On a eu du retard à l'allumage. Et heureusement que derrière, on s'est dit, tiens, maintenant, il ne faut plus répéter ces erreurs. Donc, peut-être... Je ne sais pas ce que je... Enfin, je ne sais pas, j'ai 42 ans. Pour une fois, vous ne savez pas. Vous aviez programmé vraiment votre carrière. Là, pour la politique, on ne sait toujours Ça, pas. c'est pas sympa. Vous, en tout cas, vous avez été très sympa et vous savez jouer le jeu. Merci beaucoup. Merci avec beaucoup, Merci à vous. avec beaucoup de sincérité. Un petit selfie. Voilà. Merci infiniment Merci pour cette beaucoup. découverte, Cyril. Bonne très continuation à vous dans ce que vous avez prévu et ce que vous avez moins prévu. Mais n'hésitez pas à envoyer un petit texto quand vous venez en Corse. Vive le service public. Important, ça. Exactement. Très important. Allez.